vous ne comprenez absolument pas les menus Sony, vous avez du mal avec les abréviations, du mal avec les fonctionnalités, eh bien écoutez, après le générique, on rentre dans Caméra 1 et je vous explique en détail chaque fonctionnalité et les répercussions sur votre appareil photo. Générique, à tout de suite. Bienvenue à vous, nous allons rentrer dans le menu et rentrer dans les détails des réglages des menus et de l'impact de ces réglages sur votre appareil photo et son fonctionnement. Donc, nous rentrons dans le menu par la touche menu, comme son nom l'indique, et vous rentrez directement sur caméra 1, menu 1 sur 15. Oui, parce que là, Sony, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué, avoir des abréviations qui veulent tout dire et son contraire. C'est vrai que les menus Sony sont assez imbuvables. Heureusement, il semble qu'ils aient pris conscience de la complexité de leur menu et que pour leur nouvel appareil photo, ils modifient le menu de manière à ce qu'il soit beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple. Chouette, ça va nous faciliter la vie. Donc, menu caméra 1, page 1 sur 15. Nous commençons par le format de fichier. Alors, le format de fichier, comme son nom l'indique, c'est le format dans lequel vous allez enregistrer sur votre carte mémoire les différentes photos que vous allez prendre. Alors, si on clique sur format de fichier, vous voyez à l'écran qu'il apparaît trois possibilités, RAW, RAW plus JPEG ou JPEG. Donc, selon si vous voulez retravailler vos photos, je vous invite à vous mettre en format RAW. Si vous voulez retravailler potentiellement vos photos, mais que ce n'est pas le but premier de vos photos, mettez-vous en RAW plus JPEG, c'est toujours utile d'avoir un RAW plus un JPEG. Seulement attention, les fichiers RAW sont de l'ordre de la taille de votre capteur, donc ils peuvent vite prendre une place importante sur votre carte mémoire. Effectivement, parce que on estime que 1 pixel égale 1 octet sur la carte mémoire, ce qui veut dire en gros que si votre capteur c'est un 24 mégapixels, la taille de vos fichiers RAW seront de l'ordre de 24 mégas. Donc 24 mégas en RAW plus potentiellement 24 mégas en JPEG, ça peut faire vite très lourd sur la carte mémoire si vous avez une petite carte mémoire. Donc attention à utiliser avec parcimonie. Donc RAW pour ceux qui retouchent leurs photos, RAW plus JPEG pour ceux qui veulent se garder une marge de manœuvre au cas où, et puis ceux qui ne retouchent absolument pas leurs photos, mettez-vous en JPEG, ça vous facilitera la vie. Donc en ce qui me concerne, RAW. Ensuite, vous avez le type de RAW, si vous voulez du compressé ou non compressé, sachant que bien évidemment, comme son nom l'indique, le compressé, vous avez une petite perte de données. Personnellement, je préfère garder mes données telles quelles, tant pis pour la taille des fichiers. Là, avec l'A7R4, puisqu'on est sur le menu de l'A7R4, j'ai oublié de le préciser, j'ai pris l'A7R4 volontairement parce que c'est le menu Sony qui est le plus détaillé, donc pour les utilisateurs de Sony, vous vous y retrouverez plus ou moins en fonction des fonctionnalités que vous avez sur votre appareil photo, sachant que le menu de l'A7R4 est le plus complet. Donc, fichier type compressé ou non compressé, personnellement je mets non compressé, tant pis pour la capacité de la carte mémoire, je prends des cartes mémoire un tout petit peu plus grandes que ce que j'utiliserai en temps normal et je m'y retrouve. Pour ceux qui travaillent en JPEG, qualité JPEG, si on clique dessus, on a trois fonctions, extra fine, fine ou standard. Bien écoutez, là encore une fois, moi je vous conseille de mettre en extra fine, c'est pas parce qu'on est en JPEG qu'il faut minimiser la qualité de ces photos. On se met en extra fine, comme ça les photos d'emblée seront les plus belles possibles. Taille d'image JPEG, voilà. Alors là vous avez plusieurs fonctions. Là, vu qu'on est encore une fois sur l'A7R4, moi j'ai 60 mégapixels, 26 mégapixels ou 15 mégapixels pour les photos en JPEG. Encore une fois, comme précédemment, je vous conseille de prendre la taille la plus grande. Les photos sont de meilleure définition et vous pourrez avoir la possibilité de recadrer ou de redimensionner vos photos aisément et sans trop de problèmes. Le ratio d'aspect. Alors là, le ratio d'aspect, c'est le ratio dans lequel vous allez prendre vos photos. C'est-à-dire que lorsque vous regardez vos photos sur un écran, elles vont tomber ou en 3,5, comme on peut voir là, donc c'est la taille du capteur, sachant que le capteur, ici, encore une fois, A7R4, full frame, donc capteur 24-36, on va avoir un ratio d'aspect de 24 par 36, ou autrement dit, 3,5. Ensuite, vous avez le format 4 tiers.
4 tiers, c'est le format des anciennes télévisions. Bon, après, c'est une volonté. Vous avez le format 16/9, là c'est le format des télévisions au jour d'aujourd'hui, donc un format un peu plus panoramique que le 4 tiers. Et ensuite vous avez le format carré, ou 1/1, donc l'équivalent d'un carré bête et méchant. Personnellement, je garde la fonction 3/2 parce que je veux utiliser mon capteur à plein escient et j'aurai la totalité des informations disponibles sur mes photos. Donc 3/2. Ensuite, petite particularité chez Sony. Là, vous avez la fonction APS-C Super 35 mm. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Eh bien, en fait, c'est-à-dire que là, mon capteur, c'est un full frame, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai la possibilité de le transformer en APS-C. Donc, je vais renier une certaine quantité de la taille de mon capteur. Je vais diminuer cette taille pour avoir l'équivalent d'un APS-C. L'avantage, c'est que je vais avoir un facteur grossissant de mes photos, identique à si j'avais effectivement un appareil photo de type APS-C. Donc là, grosso modo, on a un facteur crop, comme on dit, de 1,6. C'est-à-dire que si j'utilise un objectif qui sera aux environs de 24 mm, 24 mm fois 1,6, je vous laisse faire le calcul. Non? Vous voulez que je le fasse? Bon, ok. Vous avez la bonne réponse, évidemment, puisque votre 24 mm va être transformé en un équivalent 40 mm. Identiquement, si j'ai un 600 mm, que je me mets en Super 35 mm ou en APS-C, comme vous voulez, mon 600 mm va se transformer en 960 mm. Comme je vous l'ai dit en introduction, sur ce menu-là, attention, vous perdez en taille de votre image. Effectivement, mon capteur étant de 61 mégapixels à l'heure actuelle, si je passe en APS-C Super 35 mm, mon capteur ne sera plus que d'un 24 mégapixels. C'est une considération à prendre en compte qui n'est pas négligeable. Okay, nous allons passer au menu 2 de caméra 1. Pour ce faire, je clique à droite sur la molette de fonction et je tombe sur le menu 2. RB pose longue, off. RB ISO élevé. Alors ça, c'est tout simple. RB, réduction de bruit, pose longue. RB ISO, réduction ISO élevé. RB, réduction de bruit, pose longue. Le RB réduction de bruit pause longue, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de réduire le bruit lors d'une pause longue. Mais attention, car cette réduction de bruit va avoir un impact sur la durée d'utilisation de l'appareil photo. Effectivement, parce que si vous faites une pause longue de l'ordre de 6 à 7 minutes, votre appareil photo va recalculer la pause longue pendant 6 à 7 minutes après la prise de vue. Ce qui veut dire que pendant 15 minutes environ, votre appareil photo ne sera pas accessible. De même, si vous utilisez RB ISO élevé, le résultat sera strictement identique. Il va recalculer l'image pour éliminer un maximum de bruit dans l'image. Alors certes, pour ceux qui font des photos directement en JPEG, ça paraît judicieux d'utiliser et même important d'utiliser. Par contre, pour ceux qui travaillent en RAW, écoutez, moi personnellement, je vous propose de ne pas l'utiliser parce que c'est une perte de temps que vous allez avoir sur le terrain non négligeable, alors que vous allez pouvoir récupérer ce temps sur Lightroom ou sur tout autre logiciel de retouche photo à la maison. Donc RB pose longue, RB ISO, réduction du bruit à la prise de vue. Espace colorimétrique. Comme je l'ai dit lors de dernières vidéos, l'espace colorimétrique, c'est l'espace de couleur dans lequel va travailler votre appareil photo. Si l'on regarde en détail ici, nous avons le choix entre sRVB ou Adobe RVB, sous-entendu Adobe RVB 99. Ce sont deux profils colorimétriques très différents, mais là, pour notre utilisation, je vous conseille de mettre sRVB, parce que de toute manière, les matériels de traitement de photos du grand public sont tous sRVB, et très peu d'entre eux, sauf pour ceux qui ont vraiment fait attention lors de l'acquisition de matériel de post-traitement, il y a très peu de matériel qui est Adobe RVB 99. Vous mettez sur sRVB pour ceux qui ont du matériel standard, ou vous mettez sur Adobe RVB pour ceux qui ont du matériel un peu plus élaboré. Compensation de l'objectif. Alors là, encore une fois, pour ceux qui travaillent en JPEG, c'est un moment important. Parce que là, vous allez modifier l'apparence de votre photo en fonction de l'objectif que vous utilisez. Si vous utilisez un appareil photo grand angle pour faire du paysage, vous allez forcément induire des défauts optiques dans votre image, de la distorsion, du vignettage, etc. Là, grâce à ce menu, vous allez pouvoir compenser ces
perturbation optique. Compensation dégradée, vous pouvez mettre sur auto, moi je vais mettre sur off, parce que, encore une fois, je travaille en RAW, donc j'ai aucun intérêt à ce que ce soit l'appareil photo qui traite les défauts optiques, je préfère que Lightroom le fasse. Donc les aberrations chromatiques, pareil, je mets sur off, et les compensations de distorsion, pareil, je mets sur off. Encore une fois, pour ceux qui travaillent en JPEG, à mettre ces compensations sur on. Revenons à notre menu de départ. Caméra 1, menu 2, terminé. On passe au menu 3. Menu 3, on a entraînement. Entraînement, on clique dessus, et là, on voit qu'on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Prise de vue unique, c'est-à-dire que lorsque je déclenche mon déclencheur, je prends photo par photo. Chaque fois que j'appuie sur mon déclencheur, je prends une photo. Si je me mets sur entraînement, prise de vue continue, tant que j'ai le doigt appuyé sur les déclencheurs, l'appareil photo va prendre des images, plus ou moins rapidement. Comme on peut le voir, on a une flèche à droite et à gauche, ce qui veut dire qu'on a plusieurs choix. Ici, je suis en high, donc en vitesse de rafale maximale. Je peux être en médium, donc en vitesse intermédiaire, ou en low. Autrement dit, pour faire un exemple que tout le monde peut comprendre, je suis en low, je prends 5 images secondes. Je suis en médium, je vais prendre 10 images secondes. Je suis en high, je vais prendre 15 images secondes. Et je suis en high+, je vais prendre 20 images secondes. C'est tout simplement ce que cela signifie. Si je continue à descendre, on a retardateur unique 10 secondes. Donc ce qui veut dire que j'appuie sur mon déclencheur, je fais la mise au point, je valide ma mise au point, je déclenche ma photo. Il va s'écouler 10 secondes avant que l'appareil photo prenne une photo. Très utile lorsque l'on travaille en panoramique sur trépied. Cela évite, du fait du déclenchement de la prise de vue, une perturbation suite à des mouvements incontrôlés du trépied ou de l'appareil photo au moment du déclenchement. Ça permet à l'appareil photo de se stabiliser avant de la prise de vue. Ici, 10 secondes pour de la prise de vue standard, je trouve que c'est un peu long. Donc encore une fois, on peut modifier 5 secondes, 2 secondes, 10 secondes. Donc là, je vous laisse libre choix dans l'utilisation de votre retardateur. Sachant que quand on fait de la photo de panorama, 2 secondes, en général, c'est largement suffisant. Certes, si on veut faire une photo de groupe ou en famille, 10 secondes, ce sera peut-être le plus judicieux. Alors, retardateur continu, 10 secondes, 5 images. Ça veut dire que, concrètement, l'appareil photo va attendre 10 secondes et prendre une rafale de 5 images. Ici, si je clique sur la droite, 5 secondes, une rafale de 3 images, 5 secondes, une rafale de 5 images, 2 secondes, une rafale de 3 images, 2 secondes, une rafale de 5 images, et on revient 10 secondes, 3 images. Nous avons maintenant le bracketing. Alors le bracketing, pour ceux qui seraient plus ou moins novices, je ne rentre pas dans les détails, ça vous permet de prendre 3 photos différentes à des expositions différentes. Donc ici on a 3 images, avec un écart d'exposition de 3 EV, autrement dit 3 IL, 5 images 0,3 IL, 9 images 0,3 IL, et on revient 3 images 0,5 IL, 5 images 0,5 IL, 9 images 0,5 IL, 3 images 0,7, etc., etc. Vous voyez, on a beaucoup de choix, et plus on va monter dans des IL élevés, plus le rendu HDR de la photo sera important à utiliser avec parcimonie, et là encore une fois, au résultat final. C'est pas parce qu'on fait un écart d'IL important entre nos 3 ou 4, 5 prises de vue que ce sera forcément judicieux. Un bracket simple, là on va prendre 3 images à 0,3 écart d'IL, 5 images à 0,3, 9 images à 0,3, 3 images, etc. En fait, on revient exactement à la même option qu'au-dessus, sauf que là, on va prendre que 3 images. On va pas faire de rafale. Alors, bracket low, balance des blancs, bon, ça, très peu d'entre nous vont s'en servir, hein. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Là, c'est pareil, bracket DRO, Dynamic Range Option. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des menus qu'on n'a pas trop l'habitude de se servir. En général, on se sert de l'entraînement vue par vue, de la rafale et du retardateur. Réglage bracketing. Là, réglage bracketing, donc, on a retardateur pendant la prise de vue. Donc ça revient un petit peu au même que ce l'on vient de faire dans le menu précédent. On va indiquer à l'appareil photo qu'on veut un retardateur potentiel. Donc si on clique dessus, on a notre menu qui revient comme tout à l'heure, sauf qu'il est un tout petit peu plus détaillé que tout à l'heure.
Donc on a 10 secondes de retardateur, 5 secondes, 2 secondes, aucun retard au déclenchement. J'appuie sur menu, je reviens en arrière. Et là par contre on a l'ordre de bracketing. C'est-à-dire qu'on va avoir, dans ce cas présent, la photo sous-exposée, la photo à l'expo correcte, la photo surexposée. Et si je clique dessus, on peut voir que j'ai que 2 solutions, ou celle que j'ai choisie personnellement, ou alors la photo exposition correcte, sous-exposition, plus exposition. Là, après, c'est simplement une question d'utilisation de confort. Je vous laisse libre choix dans votre pratique. Personnellement, quand je suis sous Lightroom, j'aime bien avoir mes photos dans l'ordre -0 plus. Voilà, c'est simplement une habitude que j'ai à ce niveau-là. Je fonctionne comme ça. Fonction prise de vue intervalle. Alors là, qu'est-ce que ça peut bien être? Tout simplement, c'est un intervallomètre, ou autrement dit, la fonction à faire du timelapse. Donc là, prise de vue intervalle, il est sur off. Si je clique dessus, je vais le mettre sur on, évidemment. Et après, je vais choisir le temps de démarrage de ma prise de vue, c'est-à-dire qu'il va attendre. C'est pareil, c'est un temporiseur. Il va attendre 1 seconde avant de prendre ma première prise de vue. Intervalle de prise de vue, il y aura 3 secondes entre chaque photo. Nombre de prises de vue, 30. Donc si vous voulez concrètement, ici, je vais avoir paramétré mon timelapse de la manière suivante. Je paramètre, je valide mes paramétrages, je reviens sur ma composition, j'appuie sur mon déclencheur pour lancer ma séquence, il attend 1 seconde, il prend la première photo, il attend 3 secondes, il prend la deuxième photo, il attend 3 secondes, il prend la troisième, il attend 3 secondes, il prend la quatrième, etc. jusqu'à 30 photos. Ensuite, on a la sensibilité de suivi, autofocus. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est du panorama, il faut simplement le mettre sur faible. Après, si vous voulez faire un timelapse sur un sujet en mouvement, il faut évidemment la mettre sur élevé, de manière à ce que votre autofocus suive ce sujet et reste toujours calé dessus. Le deuxième menu, donc, vous n'entendrez aucun déclenchement lors de chaque prise de vue. Priorité, intervalle, prise de vue. Là, je vois pas trop l'intérêt. Je reviens en arrière pour revenir sur mon menu. Prise de vue multi-décalage pix. Ça, c'est une fonction qui est très intéressante. Admettons, vous êtes dans un musée ou dans un lieu propice à une photo très détaillée, très qualitative. Eh bien, vous allez venir ici et vous allez faire on. C'est-à-dire que votre appareil photo va prendre, dans ce cadre-là, 4 prises de vue avec, entre chaque prise de vue, décalage de 1 pixel de la photo à chaque fois. Je m'explique. En décalant votre photo d'1 pixel à chaque fois, on va augmenter la densité de détail de votre photo. Parce qu'une fois ces 4 photos compilées en une seule, vous aurez 4 fois plus de détails que dans une photo normale. Par contre, l'inconvénient de ce type de prise de vue, c'est qu'il faut aller dans le logiciel dédié Sony de votre appareil photo pour pouvoir condenser ces 4 images. Personnellement, j'ai essayé, j'ai pas voulu m'agacer plus que ça, mais c'est assez lourd à gérer hein, quand on n'a pas l'habitude, c'est très pénible. Donc là, vous avez 4 prises de vue, intervalle le plus court, voilà, intervalle d'1 seconde, de 2 secondes, de 3 secondes, etc. Ou alors, vous avez 16 prises de vue, intervalle le plus court, donc c'est-à-dire qu'il fait les photos dans la foulée, ou alors, intervalle d'1 seconde, il prend 1 seconde entre chaque photo pour faire le décalage du pixel. Là, c'est voilà, c'est si vous voulez vraiment qu'entre chaque prise de vue, il y ait ce phénomène de vibration qui vienne s'atténuer pour éviter le potentiel flou de bouger entre chaque photo. Bon, encore une fois, c'est uniquement dans le cadre où vous voulez vraiment des photos super détaillées. Vous êtes dans une église, par exemple, vous voyez un vitrail ou une ambiance qui vous paraît folle. Vous pouvez utiliser ce mode de prise de vue pour augmenter la transcendance de votre photo, si je peux dire, par rapport à l'ambiance que vous voulez retranscrire. Voilà. Alors après, on a D1, D2 rappel et D1, D2 mémoire. Si vous voulez votre appareil photo, en fait, il se compose de 3 appareils photo. Vous avez le premier appareil photo que vous avez paramétré comme on est en train de le faire ici. Et vous avez la possibilité d'avoir 2 autres mémoires pour 2 autres modes de fonctionnement différents. Vous pouvez les paramétrer indépendamment et les enregistrer dans les mémoires D1 ou les mémoires D2. Ainsi, vous pourrez jongler entre les 3 potentiels appareils photo virtuels en activant le D1 ou en activant le D2. Menu caméra 1, page 4/15. Sélection support.
Bon, bah là, c'est comme son nom l'indique, hein, vous allez sélectionner l'emplacement de la carte SD sur lequel vous voulez faire vos sauvegardes photos, c'est-à-dire emplacement 1 ou emplacement 2, en fonction de la taille de votre carte mémoire, en fonction de la rapidité de votre carte mémoire, etc. etc. Vous pouvez spécifier, bah, moi je veux sur l'emplacement 2, parce que je veux que mes photos de ce jour soient sur l'emplacement 2, ou alors sur l'emplacement 1, parce que la carte mémoire est beaucoup plus grosse, et je vais faire pas mal de photos, donc je ne vais pas avoir à gérer le stockage, donc je mets sur 1, parce que ma carte mémoire est plus grosse. Vous voyez, c'est uniquement ceci, enregistrement, réglage, prise de vue personnelle. Bah, c'est tout simplement le fait de pouvoir sauvegarder tous les réglages que vous venez de faire dans l'appareil photo, de manière à ce que si un jour vous vous faites des mauvais réglages et vous n'arrivez pas à retrouver les réglages que vous avez fait, et ben la roue de secours, elle est là, vous la cherchez, vous téléchargez les réglages que vous avez fait, et grâce à ça, bah vous êtes sauvé, vous n'avez pas tout perdu. Caméra 1, menu 5 sur 15. Mode de mise au point. Donc là, on est en mode manuel, donc je vais activer le mode auto, voilà. Alors, je clique dessus, mode de mise au point. On a plusieurs menus qui s'offrent à nous. AF ponctuel ou AFS. Donc, Auto Focus Single. Donc là, il nous l'appelle AF ponctuel. C'est tout simplement que vous allez faire la mise au point de votre photo pour une seule et unique photo. AF automatique. C'est lui qui va gérer la mise au point où bon lui semble. Peu importe là où vous avez envie qu'il la fasse, c'est lui qui gère. Donc attention, faites très attention à ce mode. AF continu. Vous avez choisi votre sélecteur autofocus. Tant que vous maintenez le doigt sur le déclencheur, il va garder la gestion de l'autofocus sur votre sujet, ou autrement dit sur le collimateur que vous avez choisi. Sachant que l'autofocus, si c'est un sujet en mouvement, va continuer à suivre le sujet en mouvement. Direct M Focus. Là, c'est-à-dire que c'est un mode qui est semi-automatique. Si vous voulez, il va faire la mise au point comme un mode automatique, sauf que à la fin de la mise au point, il va vous laisser libre choix de modifier votre mise au point avec la molette de l'objectif dédié au réglage de la mise au point. À la limite, si on peut être vulgaire, il vous fait une mise au point à l'arrache, ça ne vous convient pas, vous pouvez la modifier avec la molette de mise au point sur l'objectif. Et ensuite, vous avez la mise au point manuelle. Bon, bah, comme son nom l'indique, hein, l'autofocus est débrayé, vous avez libre cours de faire les mises au point comme bon vous semble avec la molette de réglage de l'objectif. Voilà. Réglage prior dans AFS. Réglage prior dans AFC. Alors là, c'est un peu des termes rébarbatifs, mais c'est tout simple. C'est-à-dire que vous allez définir la priorité de l'autofocus par rapport au déclenchement. Si je clique dessus, vous voyez qu'on a priorité AFS, donc je vous rappelle, autofocus single shot, autofocus simple, AF, déclenchement, mise en évidence équilibrée. Donc là, vous êtes sur votre déclencheur, vous êtes à mi-course pour faire la mise au point. Votre sujet est statique. Rien ne vous presse. Vous avez le temps de déclencher, donc privilégiez l'AF de l'objectif avant le déclenchement. Ça vous évitera d'avoir des surprises, notamment lors de la lecture de vos photos, et d'avoir des photos plus ou moins nettes ou plus ou moins réussies. Par contre, si vous mettez sur déclenchement, peu importe si votre appareil photo a fait la mise au point ou non, si vous continuez d'appuyer sur le déclencheur, il prend la photo mise au point ou pas faite. Donc attention. Et la troisième option, mise en évidence équilibrée. C'est-à-dire que il va vous donner la main s'il a quasiment fait la mise au point. Donc ça peut être utile dans un gain de temps, notamment par rapport à l'AFC, donc autofocus continu, donc qui est juste après. Ou là, effectivement, si vous suivez un sujet en mouvement, vous allez rechercher rapidement à faire la mise au point, mais aussi à déclencher. Donc vous voyez, si vous êtes relativement pressé par rapport au déclenchement et que vous voulez qu'il percute, mais qu'il vous donne la main rapidement par rapport au déclenchement, il faut vous mettre en évidence équilibre. Parce que là, encore une fois, il peut ne pas faire la mise au point sur les quelques premières photos, mais récupérer la mise au point sur les photos suivantes. C'est-à-dire que la 1, 2, 3 peut être floue, mais la 4, 5, 6 ont la possibilité d'être nettes. Voilà grosso modo ce que cela signifie. Donc AFS, autofocus, AFC, autofocus. Moi j'ai mis les deux réglages sur autofocus parce que, quitte à faire une photo loupée, au moins j'aurai la priorité à l'autofocus. Et là, j'aurai pas de regret si j'arrive pas à faire la mise au point. De toute manière, la photo sera loupée, qu'elle soit loupée à cause de la mise au point ou qu'elle soit loupée parce que j'ai été trop vite, elle est loupée quand même. Zone de mise au point. La zone de mise au point,
c'est la zone sur laquelle vous allez faire la mise au point. Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi la zone de mise au point en spot flexible, flexible élargi. C'est-à-dire que j'ai collimateur qui est équivalent au collimateur spot, mais que je peux positionner n'importe où sur l'écran. Ici, vous avez le spot flexible moyen, large, petit. C'est un peu équivalent au spot flexible élargi, sauf que votre domaine d'action est réduit par rapport au spot flexible élargi. Il est beaucoup plus concentré sur le centre du capteur. Vous avez la zone de mise au point centre, une zone centrale de votre capteur pour faire la mise au point. Vous avez la mise au point par zone. Donc comme on peut le voir, il y a 3 zones représentées à l'écran, gauche, milieu, droite. Donc vous allez faire la mise au point sur une des 3 zones, comme bon vous semble. Et après, vous avez la mise au point sur l'ensemble du capteur. Et là, grosso modo, c'est lui qui va déterminer où il fait la mise au point. Il ne vous laisse pas le choix sur la zone de mise au point qu'il va choisir. Personnellement, vu que je fais beaucoup de macros, et même dans mes photos de paysage, moi je reste en spot, parce que je choisis une petite zone sur laquelle je vais faire la mise au point. Donc là, je me mets sur spot flexible élargi. Alors, réglage de mise au point. C'est-à-dire que vous allez sélectionner l'endroit où vous voulez faire la mise au point. Bon, alors là, c'est un petit peu redondant, parce que lorsque vous faites, si je sors du menu, avec le petit joystick au-dessus de la manette de fonction, vous faites exactement la même chose, et en plus vous êtes en direct par rapport avec votre photo. L'avantage, c'est que là, vous êtes en prise de vue, et vous pouvez directement percuter sur la prise de vue. Et si je rappuie au milieu, je ramène mon collimateur autofocus au milieu. Limite zone de mise au point. Là, en fait, vous allez choisir dans votre menu le nombre de zones disponibles, sélectionnables. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir, vous pouvez sélectionner quelques-unes ou toutes les fonctions comme moi je l'ai fait, j'ai laissé sur toutes les fonctions, comme ça laisse libre cours à l'imagination sur l'instant voulu. Alors, caméra 1, menu 6 sur 15, commutation zone AF verticale horizontale. Autrement dit, vous êtes en paysage avec votre appareil photo, quand je dis paysage, c'est le format de prise de vue, donc horizontal, et là, pour une raison X ou Y, vous voulez passer en vertical, ou autrement dit en portrait. Vous faites une rotation de votre boîtier de 90 degrés, ce qui vous commute la prise de vue de paysage à portrait, et potentiellement, grâce à cette fonction, vous allez pouvoir garder le collimateur et la zone d'autofocus que vous aviez prédéfinis auparavant. Ce qui aura pour effet de n'avoir aucun impact sur votre zone de mise au point et sur votre zone d'autofocus. Et ainsi de suite, vous pouvez revenir en mode paysage, et là, vous allez quand même garder le lieu où vous avez fait la mise au point. Illuminateur autofocus. Bon, comme son nom l'indique, ça veut dire que dès que vous avez fait la mise au point, pof, vous avez les petits carrés rouges qui s'affichent dans l'œilleton ou sur l'écran arrière. Et là, ça vous indique que vous avez fait la mise au point, que vous pouvez déclencher. Bon, voilà, vous avez auto ou alors off. Sachant que auto, ça vous indique quand vous avez fait la mise au point ou pas. Et off, vous n'avez aucune information sur le fait d'avoir fait la mise au point. Réglage AF, visage, yeux. C'est un mode qui va vous permettre de détecter automatiquement les visages d'êtres humains et ainsi les yeux du sujet le plus proche. Et lui, automatiquement, il va aller faire la mise au point sur l'œil le plus proche de vous, comme si vous étiez dans des modes portrait. Et c'est très réactif, et vous avez un gain de temps assez conséquent sur la prise de vue. Sensibilité suivi AF. Là, c'est ce qui va vous permettre, notamment dans l'AFC, l'autofocus continu, de choisir entre un sujet verrouillé ou un autofocus réactif. Verrouillé, en fait, va vous verrouiller votre sujet à l'autofocus. C'est-à-dire que votre autofocus, quel que soit ce qui va se passer, il va rester verrouillé dessus, mais seulement s'il y a un obstacle qui va passer entre vous et votre sujet, il y a de fortes chances que votre autofocus décroche. Alors que si vous vous mettez sur réactif, il va avoir tendance à anticiper l'obstacle, à rester fixé sur votre sujet. Donc il vaut mieux se mettre ou sur standard ou sur réactif pour avoir un autofocus qui percute assez bien et qui garde quand même votre sujet. Par contre, si vous êtes en mode portrait, il vaut mieux avoir un autofocus verrouillé. Si vous vous décalez un petit peu par rapport à votre prise de vue, ça risque quand même d'impacter l'autofocus. À présent, entraînement, ouverture, autofocus. Ici, on va permettre à l'autofocus d'être silencieux ou non. Si vous sélectionnez priorité, mise au point, il y a de fortes chances pour qu'on entende le moteur de l'autofocus avant le déclenchement. Par contre, si vous vous mettez sur
priorité silencieuse, vous n'aurez quasiment pas de bruit de moteur d'autofocus audible. Ça peut être intéressant, notamment lorsqu'on est dans des cérémonies de type mariage, baptême, etc. Donc je vous invite à vous mettre ou sur priorité silencieuse, ou sur priorité mise au point. Moi, dans mon cas, dans la pratique animalière et macro, je préfère la priorité à la mise au point. Tant pis pour la discrétion, mais au moins j'ai une réactivité beaucoup plus importante de mon autofocus. À présent, autofocus par déclenchement. AF par déclenchement signifie tout simplement qu'il va faire la mise au point à mi-course du déclencheur et qu'il va garder la mise au point jusqu'à déclenchement total. Voilà. Si vous mettez sur off, si vous appuyez à mi-course, il n'y aura pas de mise au point, il faudra la faire par un autre bouton de l'appareil photo. Et attention, c'est quand même une gestuelle à mettre en place qui est très particulière si vous n'avez pas l'habitude. Donc personnellement, moi j'aime bien avoir mon déclencheur mi-course et faire la mise au point en même temps. Eh bien écoutez, on va faire une première pause. Je vais arrêter la vidéo à mi-course sur ce caméra 1 et la page 6/15. On va faire une autre vidéo à partir de la page 7/15 qui vous est présentée à l'écran. Je ne voudrais pas que ces vidéos soient trop longues, donc on va limiter le temps à une trentaine de minutes par vidéo, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à dire sur les menus Sony. Je préfère faire des vidéos courtes, mais des vidéos bien détaillées, bien explicatives, plutôt que des vidéos trop longues pour lesquelles vous n'aurez pas forcément le temps de tout assimiler. Je vous dis à très vite, je fais caméra 1, phase 2, et on se rejoint rapidement.